beaucoup, Monsieur le Président, mes chers collègues. Merci de m'avoir invité et merci particulièrement à Marcel Dahan d'avoir eu la confiance de votre égard de nous inviter à animer cette séance et à faire le point sur l'état des connaissances d'un sujet qui, vous allez le voir, évolue beaucoup durant ces dernières années et qui devient de plus en plus un petit peu passionnel dans les débats qu'on peut avoir. J'ai volontairement mis cette diapositive en premier pour dire que déjà il y a 40 ou 50 ans, je ne sais plus, les règles du jeu étaient déjà établies par l'OMS où on nous disait quelles sont les règles qui vont permettre d'envisager le dépistage d'une maladie. Mais il faut que la maladie constitue une menace grave pour la santé publique, il faut qu'il y ait un traitement dont l'efficacité soit démontrée, il faut qu'il existe des moyens appropriés de diagnostic et de traitement, il faut qu'il existe un examen de dépistage efficace, il faut que l'examen qu'on fait soit acceptable par la population, et ça c'est un point très important, l'endoscopie ne sera jamais une technique de dépistage du cancer du poumon par exemple. Il faut bien connaître l'histoire naturelle de la maladie et essayer, on va en reparler, d'éliminer le fait qu'on pourrait dépister des maladies qui ne sont pas mortelles et qui ne sont pas graves, et donc de ne pas apporter de bénéfices aux patients. Il faut que les règles du dépistage soient bien établies, etc. Tout ça était écrit, et quand on regarde le cancer du poumon, c'est une maladie grave, c'est une maladie dont on connaît le facteur étiologique principal. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de cancer du non-tumeur, mais enfin quand même, le tabac représente encore actuellement 80% des causes de cancer du poumon, et surtout le tabagisme important. Et puis surtout, et ce n'est pas une séance de chirurgie que je vais rappeler, mais le cancer du poumon, c'est une maladie qui est éminemment curable, et que ce que ignore totalement en France actuellement le grand public, et actuellement même beaucoup de médecins généralistes, qui, je vous le rappelle, voient au maximum un cancer du poumon par an, et il suffit qu'ils aient eu 3 cancers métastatiques successivement pour dire finalement ça ne sert à rien, j'ai tout à fait le temps pour gérer mon malade. C'est pourtant une maladie éminemment curable, puisque, par exemple, dans cette série de plusieurs milliers de cancers du poumon, vous voyez que dans les cancers de stade 1A1, 90% des malades sont guéris de façon durable. Et dans les stades 1A2, c'est-à-dire 1A1 c'est moins d'un centimètre, A2 c'est 1 à 2 cm, eh bien c'est 85% des cancers qui sont guéris. Donc c'est une maladie pour laquelle on dispose de traitements éminemment reconnus. Alors il y a toute une littérature depuis les années 70 qui s'est développée sur les cancers du poumon et que j'ai divisé artificiellement en 4 parties. Dans un premier temps, on a démontré que la radiographie thoracique était capable de déduire, de dépister des cancers du poumon qui étaient de stade plus précoce que ceux qui arrivaient aux urgences et plus fréquemment opérables. Et alors on s'est dit, finalement, le dépistage du cancer du poumon par la radiographie thoracique est intéressant. Et puis dans les années 80 à 90, on en est revenu parce que on s'est aperçu que dans 4 études randomisées qui ont été faites à l'époque, qui comparaient la radiographie pulmonaire et éventuellement la cytologie d'expectoration à rien, eh bien, le dépistage par la radio ne diminuait pas la mortalité spécifique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On met du temps à comprendre ça. Ça veut dire que vous dépistez des cancers qui sont plus opérables, qui sont de stade plus précoce, et pourtant, vous ne diminuez pas la mortalité de la maladie. Eh bien, c'est parce que dans ces essais historiques de radiographie thoracique, il y avait dans les cancers, dans le groupe des patients dépistés, plus de cancers que dans le groupe des patients qui n'avaient pas de dépistage. Et donc, si vous avez une maladie de meilleur pronostic, mais que vous avez plus de maladies, forcément la mortalité spécifique, c'est-à-dire la mortalité liée à la maladie, ne va pas être modifiée. Et puis, dans les années 1990 et à 2000, de façon un peu parallèle, on va démontrer avec le scanner qu'on découvre des cancers de stade plus précoce et des cancers plus fréquemment opérables. Et puis, dans les années 2000-2017, on va découvrir que la mortalité spécifique, elle, est diminuée par l'utilisation du scanner. Je vais revenir sur ces points en me débarrassant très vite de la radiographie thoracique, puisque pour la radiographie thoracique, ces études avaient été critiquées parce qu'elles avaient peu de puissance, c'était de l'ordre de 7000, 8000 sujets. Eh bien, il y a eu une grande étude qui a été menée sur 150 000 participants, qui a été publiée il n'y a pas longtemps, en 2011, et qui montre que la mortalité spécifique
du cancer du poumon, qu'on fasse une radiographie thoracique ou qu'on n'en fasse pas, est strictement inchangée. Donc la question est définitivement entendue. La radiographie thoracique standard n'a pas d'intérêt dans le dépistage des sujets atteints, des sujets fumeurs. Alors, à partir des années 90, il y a eu beaucoup d'études qui ont été menées dans le monde, d'études ouvertes au début, qui ont regardé la rentabilité du scanner, une technique de scanner un peu particulière qu'on appelle le scanner faiblement dosé, low dose, qui est un scanner qui est moins irradiant et qui permet, sans injection, de déceler un grand nombre de nodules. Et très vite, on s'est aperçu dans cette période que, certes, on décelait un certain nombre de cancers, vous voyez, c'est la 4e colonne à partir de la gauche, mais que ces cancers étaient fréquemment de stade 1A. Et ça, c'était une bonne nouvelle, puisque ça n'était pas très utile de découvrir des cancers métastatiques. Par contre, découvrir des cancers de stade précoce, c'est utile. La mauvaise nouvelle, c'est que si on dépistait beaucoup de cancers, on dépistait aussi beaucoup de scanners anormaux. Et puisqu'il y avait, par exemple, regardez la série LCAP, qui est une des plus connues, publiée dans Lancet en 99, je crois, il y avait 23% de scanners anormaux, et pourtant, il n'y avait que 2,7%, que 27 cancers sur 233, donc un petit nombre de malades. Donc le scanner est performant, il dépiste beaucoup de cancers de stade précoce, mais il dépiste aussi beaucoup de nodules qui ne sont pas des cancers. Et en 2011, ont été publiés dans New England Journal of Medicine les résultats d'une première étude randomisée nord-américaine, l'étude NLST, qui a fait considérablement évoluer les choses. Cette étude s'adressait à des fumeurs ou anciens fumeurs ayant fumé au moins 30 paquets années, donc des gros fumeurs, et s'ils avaient arrêté de fumer, ils devaient avoir arrêté de fumer depuis moins de 15 ans. Ils avaient entre 55 et 74 ans. Ils étaient randomisés entre 3 examens, soit un scanner, soit une radio. Pourquoi une radio? Parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas encore les résultats de l'étude PLCO, et donc on ne savait pas très bien si la radio était utile ou non, donc on a pris la radio dans le bras standard. 53 000 sujets ont été recrutés dans un délai très court, 2 ans, 53 000 sujets, et la répartition de ces sujets était à peu près celle des fumeurs américains. Néanmoins, ils étaient un peu plus jeunes que les fumeurs américains, ils avaient un niveau d'éducation un peu meilleur, et ils étaient un peu plus souvent anciens fumeurs que fumeurs dans la population américaine. Sinon, les quantités de tabac cumulé et le sexe n'étaient identiques à la population américaine. Et cet essai a montré une diminution de la mortalité spécifique de 20%, c'était l'objectif de l'étude, diminution de la mortalité spécifique qui non seulement intéressait la mortalité spécifique, 20%, mais même, ce qui est exceptionnel pour le dépistage en général, ce qui n'est pas le cas à ma connaissance dans le cancer du sein, une diminution de la mortalité globale. Vous avez souvent suivi le débat qui a été largement développé des surdiagnostics, etc. J'en dirai quelques mots tout à l'heure, mais l'impact du dépistage sur la mortalité générale est quelque chose de très important parce qu'on dit souvent, les adversaires du dépistage disent oui, c'est vrai, vous diminuez la mortalité de la maladie, mais comme vous opérez les gens, comme vous leur faites des choses très invasives, finalement vous créez des conséquences en termes de mortalité de vos gestes, et donc vous n'êtes pas bénéfique. Pour le dépistage scanographique cancer du sein, du poumon, ce n'est pas vrai, puisque dans cet essai, la mortalité générale a été diminuée chez ces fumeurs de 6,7%. Alors, cet essai a donné lieu à de très nombreuses publications, je ne vais bien sûr pas vous les raconter toutes, mais on a retrouvé à peu près les mêmes notions que ce qu'on connaissait. On découvre, en prenant des nodules de 4 mm, environ un quart de nodules. On découvre une proportion très élevée de cancers de stade 1 et 2. Et en revanche, on retrouve une valeur prédictive positive, c'est-à-dire des cancers par rapport au nombre de scanners réalisés, qui est assez faible, parce que là aussi, il y a un certain nombre non négligeable de faux positifs. À côté de ces essais, d'autres essais ont été conduits, et je vous ai mis une liste, je crois, exhaustive des essais en cours ou terminés. Et vous voyez, je vous demande de regarder attentivement les 2 dernières colonnes sur la droite, où vous voyez le nombre de sujets. Dans l'essai NLST, je vous l'ai dit, il y avait 53 000 sujets.
Dans les autres essais, il y en a deux sortes. Il y a l'essai Nelson, qui est un essai européen, qui va inclure 15 000 sujets et qui aura la puissance de répondre à la question est-ce que ça diminue de 25% la mortalité spécifique. Il est encore en cours et on attend les résultats théoriquement pour l'année prochaine. Et puis vous avez un essai japonais qui est en cours, mais depuis peu de temps, et dont les résultats sont prévus pour 2023 et 2024. Tous les autres essais sont des essais à petit effectif, donc ils n'ont pas la puissance pour répondre à la question. Beaucoup ont dit oui, mais on va les métalliser. Le problème de la méta-analyse de ces essais, et là pour regarder les autres colonnes, notamment les colonnes concernant l'âge, le tabac, le temps d'arrêt, le bras contrôle, etc. Ces essais sont extrêmement hétérogènes, et donc on va méta-analyser des essais très hétérogènes. Et malheureusement, il est dommage que les essais européens aient été aussi nombreux et qu'il n'y ait pas eu en Europe l'équivalent de l'essai NLST. Voilà les résultats qu'on connaît. Vous retrouvez ici l'essai NLST qui est positif. Vous avez un deuxième qui montre un important bénéfice, c'est l'essai italien Italone, avec un risque ratio à 0,70, donc encore mieux que celui de NLST, mais non significatif pour des raisons de puissance, et tous les autres sont négatifs du fait notamment du manque de puissance qu'ils ont. Alors, le dépistage, vous allez me dire, c'est formidable, on a découvert que c'est génial, et donc on peut s'arrêter là, on pourrait pratiquement arrêter l'exposé là. Non, on ne peut pas l'exposer là parce qu'il y a toute une littérature qui a été portée, qui a été publiée sur les inconvénients du dépistage. Le dépistage, ça coûte cher. Le dépistage, ça peut avoir des effets psychologiques incontestables. Je vais bien, je me sens en pleine forme, on trouve un nodule, on va créer chez moi une anxiété, on va dépenser un coût et on va me faire des examens et un suivi, et c'est pas forcément une bonne chose. Ça va interférer donc avec ma qualité de vie. Le dépistage peut même interférer avec mon tabagisme. À la rubrique, j'ai pas de cancer puisque mon scanner est normal, donc je peux continuer à fumer. Ça serait le but inverse. Et le sujet aussi, qui a un scanner normal, pourrait se sentir rassuré et continuer encore plus à fumer. Et puis, il y a d'autres inconvénients, et je n'en parlerai que des trois, notamment pour ne pas interférer avec l'exposé de Sébastien, qui va parler, je crois, notamment du tabac. Je parlerai un tout petit peu des faux positifs, un tout petit peu des biais et un tout petit peu d'irradiation. Les faux positifs, oui, c'est vrai, je vous l'ai montré, le scanner a beaucoup de faux positifs. Néanmoins, quand on réfléchit, il y a plusieurs façons de diminuer les faux positifs. Et là, je vous ai mis un papier de 2014 qui est très intéressant, où les auteurs ont cherché simplement à jouer sur la valeur seuil. La valeur seuil, on peut en passer à 6, 7 ou 8 mm des nodules. Alors certes, quand vous augmentez la valeur seuil, vous avez moins de cancer, vous en doutez, mais vous avez une meilleure spécificité, puisque vous avez plus un nodule est volumineux, plus il a une probabilité élevée d'être cancéreux. Donc plus vous augmentez la valeur seuil, plus vous avez une bonne spécificité. La troisième possibilité, qui est très astucieuse, est ce que ont utilisé les Hollandais et les Belges dans l'étude Nelson qu'ils ont publiée, qui est de ne pas répondre au scanner en disant il y a deux groupes, les positifs et les négatifs, mais d'intégrer une troisième groupe. Il y a les positifs, c'est-à-dire ceux qui ont des nodules de plus de 500 mm3, c'est-à-dire ceux qui ont des nodules de plus de 10 mm, les négatifs, ceux qui ont des nodules de moins de 50 mm3, à peu près, et puis les autres, c'est ce qu'on appelle un intermédiaire, et ceux-là seulement, on leur refait un scanner. Et là, on regarde le temps de doublement. Et là, quand le temps de doublement est bas, ou que la lésion n'a pas évolué, ils rentrent dans la catégorie des négatifs et on ne leur fait rien d'autre. Quand au contraire, ils ont un temps de doublement rapide, ils rentrent dans la catégorie des positifs et ils sont envoyés à la RCP d'oncologie pour des explorations comme s'ils avaient un cancer évolutif certain. Et avec cette façon de faire, on voit que le taux de faux positifs qui était à 23% dans l'étude NLST passe à 1,2% dans l'étude Nelson et que le pourcentage de gestes chirurgicaux chez les faux positifs est également diminué. Mais alors, il y a aussi un point, je passe parce que je vais dépasser le temps, il y a aussi un point qui est important, c'est est-ce que tous ces positifs ne génèrent pas trop d'examens invasifs et donc n'ont pas eux-mêmes un certain nombre de complications. Et ça,
quand on s'est intéressé au sujet il y a une quinzaine d'années maintenant, c'est une chose qu'on entendit dire en permanence. Un certain nombre de projets de recherche ont été refusés à cause de ça, parce que les gens nous répondaient avec beaucoup d'autorité, mais vous allez, non seulement vous allez embêter les gens qui ne se plaignent de rien, mais en plus vous allez les tuer un ordinateur chirurgien, et ils vont tous avoir des complications post-opératoires. Bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que dans l'étude NLST, quand un malade a un nodule, on ne va pas se précipiter ou le précipiter chez le chirurgien, on va le surveiller quand ce nodule a un certain nombre de règles, notamment sa taille, etc. Et vous voyez ici publier les résultats, la place des examens invasifs chez les malades du NLST. Vous voyez que chez les gens qui n'avaient pas de cancer, il n'y a eu que 2,2% de fibroscopie, 0,2% de médiastinoscopie, 0,6% de thoracoscopie et 0,6% de thoracotomie. Donc il y a eu à peu près 2, 3, 4, si vous voulez, % de maladies invasives chez les patients qui n'avaient pas de cancer, ce qui est un chiffre totalement acceptable. Et encore mieux, et c'est la conséquence directe de ce que je viens de vous dire, quand vous regardez le pourcentage de complications majeures, c'est-à-dire les gens qui sont morts, je crois que c'était me rappeler qu'il y avait 3 mois qui suivaient le scanner de dépistage, mais de toute cause, hein, ils n'ont pas été chercher la cause du décès, ça peut être en accident de voiture. Ce taux est extrêmement faible, non seulement pour l'ensemble de la population, mais encore plus pour la population des faux positifs. Et vous voyez ici, en termes de mortalité, c'est extrêmement faible, puisque c'est 0,002%, donc c'est 2 pour 1000, les gens qui décèdent dans les 3 mois qui suivent le scanner. Et encore une fois, dans toute l'étude, dans l'étude française d'Episcan, on a eu un mort qui était un mort dans le bras radio-standard, mais qui a été une complication de l'arrêt des anticoagulants qu'on lui a fait, etc. Donc il faut toujours réfléchir du fait qu'un décès observé 3 mois après un examen n'est pas forcément lié à l'examen. Le surdiagnostic. Alors, le surdiagnostic, vous savez qu'il a été évalué dans l'étude NLST et il est chiffré à environ 18%. On considère que dans l'étude NLST, il y aurait à peu près 18% de surdiagnostic et les gens communiquent beaucoup sur ce chiffre. Néanmoins, il faut bien vous rappeler des biais, et je vais me permettre de vous les rappeler avec ces 3 schémas qui sont un petit peu difficiles à comprendre en postprandial, donc je vais essayer d'être le plus précis possible. Vous avez 3 biais dans le dépistage. Ce n'est pas propre au cancer du poumon. Il y a plus de cancer de la prostate, le cancer du sein, c'est exactement la même problématique. 3 biais. Le premier biais, c'est le biais d'avance au diagnostic. C'est-à-dire que j'ai une tumeur aujourd'hui de 1 cm, elle n'est pas cliniquement parlante, je vais passer un scanner, on va me découvrir la T0, je vais attendre qu'elle soit cliniquement parlante, ça sera dans 1 an, et là, elle va à ce moment-là mesurer 4 cm, et on me dira, vous avez gagné 1 an de survie quand vous avez fait du dépistage. C'est pas vrai, vous n'avez fait qu'ajouter 1 an supplémentaire dans l'évolution de la même tumeur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le biais d'avance au diagnostic. Alors, quand vous regardez un essai randomisé, vous voyez sur cet exemple que j'ai pris, où il y a 3 cancers, et 3 cancers, eh bien, si dans un temps donné, on peut très bien imaginer qu'on dépiste plus de cancers dans le bras dépisté que dans le bras pas dépisté, simplement parce qu'on est intervenu plus tôt dans la maladie. Vous avez le deuxième biais, qui est encore un peu plus difficile à comprendre, qui est le biais de lenteur d'évolution. Là, je vous ai figuré 7 malades atteints de cancer. J'ai figuré par des flèches courtes, ceux qui ont des cancers très évolutifs, et par des flèches longues, celles qui ont des cancers peu évolutifs. Si je fais un essai clinique dans un temps donné, eh bien, vous devinerez facilement que dans un temps donné, vous allez plus dépister de cancers très évolutifs que de cancers lentement évolutifs. Vous voyez ici, dans mon rectangle, il y a plus de malades qui passent dans le temps de l'essai que de malades qui ont un cancer d'évolution rapide. Et puis le troisième biais, qui est très mis en avant dans le dépistage de la cancer de prostate, avec tout le débat qu'il y a de surdosage des PSA, c'est le biais de surdiagnostic. Le surdiagnostic, je vous rappelle que c'est le fait de découvrir un cancer qui n'aurait jamais fait parler de lui et qui n'aurait pas posé le décès si on ne l'avait pas dépisté. C'est vrai pour les PSA après 80 ans, puisque vous savez que vous trouvez à l'autopsie de gens qui ne se prennent de rien après 80 ans, un nombre très élevé, alors je sais plus 50% ou plus, de cancer de la prostate.
Alors ici, je vous ai figuré en orange foncé les personnes dépistées qui ont un cancer évolutif, en grisé comme ça tacheté les patients qui ont un cancer non évolutif qui serait un surdiagnostic, et ici, en orange foncé, et ici, en jaune clair, ils n'ont rien, et en orange foncé, les décès, c'est ceux qui ont un cancer évolutif. Et vous voyez ici que pendant ce temps de dépistage, je vais avoir aussi plus de cancers. Et si je regarde mon résultat, je vais avoir un décès pour 4 cancers, les 3 grisés et le marron foncé, quand ils sont dépistés, et un décès pour 2 cancers pendant le groupe contrôle. Et donc, je vais dire que le dépistage fait 25% versus 50%, dont le dépistage est utile. Mais en fait, c'est pas vrai, puisque finalement, au bout du compte, seuls les oranges foncés avaient des cancers évolutifs et vont décéder de leur maladie. Cette argumentation est incontestable pour le cancer de la prostate. Il est beaucoup plus discutable pour le cancer du poumon. Il y a plein d'arguments pour. Il se trouve que le hasard a fait que j'ai lu, je passe là-dessus, je reviendrai à la précédente après, j'ai lu il y a très peu de temps, je crois que c'est dans les semaines dernières, un article sur la CIR Database qui reprend des cancers. Alors, c'est pas tout à fait du dépistage, c'est des personnes qui ont eu un cancer pour autre chose et chez lesquelles on a découvert par hasard un nodule. Ça revient quand même presque au dépistage. Et ils ont regardé la survie spontanée des malades qui n'étaient pas traités. Eh bien, vous voyez que dans cette série, pratiquement tout le monde est mort. Ça, c'est la mortalité spécifique du cancer. Les gens sont pratiquement tous morts de leur cancer du poumon. Et ils chiffrent le surdiagnostic de cette série, je te passerai la diapo, ce sera mieux que la photographie. Ils les chiffrent à 2%. Alors là, j'ai cité ici mon ami Sébastien Courreau, avec lequel j'ai eu le plaisir de faire un papier, mais c'est lui qui l'a essentiellement fait. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que quand on a lu l'article de l'NST sur le surdiagnostic, on a fait une petite réponse, parce que leur chiffre de surdiagnostic, c'est basé sur l'excès de malades. Et je vous ai montré bien les 3 biais, pour vous dire que dans les 3 biais, il y avait un excès de malades. Il y avait un excès de malades dans le biais d'avance cognitive, un excès de malades dans le biais de lente évolution. Eh bien, dans l'essai NLST, vous voyez ici CT versus radio, à T2, c'est-à-dire au 3e scanner, vous avez plus de cancer que dans le bras, scanner que dans le bras radio. Donc oui, c'est probable qu'il y ait quelque chose qui est un biais qui se passe là. Mais après, les choses s'inversent et vous avez plus de cancer dans le bras radio que dans le bras scanner, comme si un retard était rattrapé. Et si c'était du surdiagnostic, vous auriez, par exemple, dans l'étude anglaise sur le Duncan American sur le dépistage radiographique, le Mayo Clinic, Mayo Lung Project, il y avait un excès de cancer. Et ils ont vu 20 ans après, cet excès de cancer continuait. Là, il ne continue pas du tout, il s'inverse. Donc, on peut penser que quand on parle de surdiagnostic, ça n'est pas la même chose que le biais de lenteur d'évolution ou le biais d'avance au diagnostic. Alors souvent les épidémiologistes vous disent oh, c'est pareil, que ça soit du surdiagnostic ou du biais de lenteur d'évolution, c'est pas vrai du tout. Parce qu'avoir un cancer qui évolue lentement et on a tous vu dans nos RCP, des malades qui ont des cancers qui évoluent lentement et qui, à la 4e année, ont une métastase cérébrale métastatique. On a tous vu ça. Par contre, un cancer qui n'évolue pas alors qu'il n'est pas traité, croyez-moi, je ne sais pas si vous dirais, mais on n'en a pas vu beaucoup. Risque de l'irradiation, on considère qu'un scanner low-dose équivaut à 6 mois d'irradiation naturelle en France. Et j'aime bien cette étude, qui est une modélisation mathématique qui estime les cancers radio-induits qui pourraient survenir si par hypothèse on faisait des scanners tous les ans low-dose à toute la population. Eh bien, le bénéfice passerait de 21 à 20% chez l'homme, le bénéfice passerait de 17 à 15% chez la femme, mais vous voyez qu'on est loin d'annuler le bénéfice attendu du scanner par l'irradiation induite par un scanner low-dose. Alors, actuellement, je crois qu'on a maintenant du temps, on a encore 5 minutes, je crois. On a commencé à 3 heures, je crois. Oui. Alors, j'accélère. Les recommandations sont très nombreuses. Vous avez essentiellement des nombreuses recommandations nord-américaines et des workshops européens ou des avis d'experts. Et la plupart de ces textes reprennent les critères de NLST avec quelques variations, mais reprennent les critères de diagnostic. Ça veut dire que tout ce que je vous ai dit est vrai pour une population donnée,
mais ne veut pas dire du tout que demain, si quelqu'un de votre famille a 45 ans et un cancer et un tabagisme important, il faut lui dire de passer fréquemment des scanners thoraciques. Ça n'est applicable que pour les gens qui ont ces critères. Les prises de position européennes ont fait plusieurs papiers. Ça, c'est encore un papier qu'on a co-rédigé avec Sébastien, avec un groupe d'experts dont un certain nombre d'entre vous ont fait partie d'ailleurs, et qui a été publié dans la Pharmacologie il y a quelques années. Et puis, de façon assez inattendue, la Haute Autorité de Santé a émis des recommandations qui sont tout à fait à l'encontre de ce que les experts français avaient préconisé, en donnant un certain nombre d'arguments que je vous livre. La maladie est difficilement détectable à un stade précoce, il n'y a pas d'examen de dépistage disponible, les possibilités de traitement sont restreintes même à un stade précoce. Pour un chirurgien, quand même, j'espère vous faire un petit peu sursauter. Il n'y a pas de repère précis en ce qui concerne le nombre de cigarettes fumées, ce qui est quand même étonnant quand on a lu la littérature. La réduction de la mortalité grâce au dépistage n'est pas établie dans le contexte français, ça c'est tout à fait vrai, mais on est quand même dans un pays où jamais une étude, non, il y en a eu une quand même il y a quelques années, il y a 15 ans, mais sinon jamais une étude académique n'a été financée sur le dépistage du cancer du poumon. Et donc il conclut en disant qu'il y a trop de risques et trop d'inconvénients au dépistage pour le réaliser. Ça, c'est l'avis de la HAS. Donc je conclurai en pratique en vous disant, premièrement, le NLST est pour l'instant le seul essai disponible de grande ampleur, mais attention, à part l'essai Nelson, il va le rester depuis longtemps, et même si l'essai Nelson était publié demain et qu'il était négatif, rappelez-vous que dans l'essai Nelson, il y aura 15 000 sujets, et que dans l'essai NLST, il y a 53 000 sujets. Ces résultats ont été obtenus par un essai organisé, bien fait, et si on veut reproduire la même chose, il est certain qu'il ne faut pas travailler n'importe comment, et c'était un message très important du papier qu'on avait écrit avec Sébastien Courreau, en disant que le dépistage ne peut être réalisé que dans une bonne organisation et sans faire n'importe comment. Beaucoup de questions persistent qui sont l'objet d'une recherche clinique très active, notamment sur les critères de sélection. Est-ce qu'on peut s'adresser à des gens les plus jeunes, des maladies professionnelles, etc. Enfin, il y a beaucoup d'actes de recherche. Aux États-Unis et au Canada, le dépistage est recommandé, il est même remboursé maintenant aux États-Unis. En Europe, plusieurs avis d'experts vont dans le même sens. Et en France, une saisine de la HAS aboutit à des conclusions opposées. Mais pourtant, le plan cancer a recommandé la pratique d'une recherche clinique très active dans le dépistage du cancer du foie. Voilà, je vous remercie.